Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le piano romantique se résume en gros à 3 figures. Alors on pense tout de suite aux 2 premières. Franz Liszt, bien entendu, ce espèce de concertiste hors norme, compositeur à la générosité proverbiale, une prolixité de catalogue quasiment sans équivalent. Bien sûr, Frédéric Chopin, j'allais dire mon Frédéric Chopin, celui que Sand appelait le poète du piano et qui a su donner une dimension universelle à cette musique polonaise dont il était somme toute le représentant. Bon, ça, très bien. Mais il faut ajouter un 3e membre à cette trinité du piano romantique, et on le connaît un petit peu moins, ce lettré qui va faire de son œuvre un peu le journal de sa vie, une vie hantée par le spectre de la folie, et c'est donc Robert Schumann, qui était un petit saxon. Schumann, il était né en juin 1810 à Zwickau. Zwickau, ça se trouve donc en Saxe. Il est né dans une famille de 5 enfants. Le père était libraire, éditeur, écrivain. Vous savez, c'est cette Allemagne cultivée qu'on aime, là, cette Allemagne assez poétique d'une certaine manière. Tout ça va permettre, en tout cas, au jeune Robert de dévorer autant d'ouvrages qu'il peut en trouver dans la librairie paternelle, et elle est importante, cette librairie. Sa mère est pianiste, excellente pianiste. C'est elle qui va l'amener à apprendre le piano auprès de l'organiste local, avec une adolescence qui est marquée par un drame familial. Ça compte évidemment, puisque sa sœur, la sœur unique qui s'appelle Émilie, meurt en 1826, elle se suicide. Et ensuite, le père va succomber à une maladie de nerfs, ce qui laisse à penser que les troubles mentaux qui vont peu à peu s'emparer de Robert Schumann auraient sans doute une dimension congénitale. Il est assez vite déstabilisé, ce Robert Schumann. Alors, sa mère est assez neurasthénique. Évidemment, la disparition de son mari n'a pas aidé, n'a pas arrangé son état. Et puis, il y a eu cette disparition d'Émilie, ce suicide terrible. Voici ce qu'un jour il écrit à sa mère, Robert, le jeune Robert Schumann. « Si parfois tu avais été plus gai, rien n'aurait manqué à mon bonheur. Sois plus gai et ne gaspille pas ainsi sans en jouir les dons de la vie et du ciel. Entends-tu, petite mère chérie ?» À 18 ans, on va l'envoyer faire des études de droit à la faculté de Leipzig, s'il vous plaît. Schumann n'est pas très assidu, il préfère écrire des fantaisies pour piano. Et il improvise, il adore le piano, il vit dans et par le piano. Et quand il rentre, il prend des leçons auprès de Friedrich Wieck. Il va d'ailleurs le loger quelque temps chez lui. Wieck écrit à la mère de Schumann que Robert possède les qualités d'un virtuose, mais qu'il doute de sa détermination à s'astreindre à un travail acharné. Et il propose une période d'essai de 6 mois, parce qu'il n'est pas certain de devoir le garder, cet élève-là. Et la mère de Schumann accepte donc que ce grand maître, que Wieck, puisse réserver son avis sur son fils. Et on verra à ce moment-là s'il continue ses études de droit ou s'il les arrête, le jeune Robert. Wieck ne s'intéresse pas beaucoup à Schumann, puisque pour tout vous dire, il a une autre élève à laquelle il consacre toute son attention et qui est sa propre fille. C'est Clara, bien sûr, Clara Wieck, qui dès l'âge de 11 ans montre des dispositions incroyables pour le piano. Son père se dit qu'il va pouvoir faire d'elle peut-être la première grande prodige. En tout cas, il organise pour elle une tournée de concerts en Europe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, à quoi ressemble Robert Schumann à l'époque ? C'est un jeune homme extraverti, de bonne compagnie, qui est très curieux de tout. Ça, c'est peut-être la curiosité qu'il a acquise dans la bibliothèque, enfin dans la librairie de son père. Vous savez, d'ailleurs, il est passionné de littérature. Il lit Richter, Hoffmann, tous les classiques, son goût pour les messages chiffrés et codés qu'il insère d'ailleurs dans les œuvres musicales, ce qu'on appelle la cryptographie, tout ça témoigne d'un esprit très vif, très alerte,
Il adore d'ailleurs jouer avec les déchiffreurs. Il a des pseudos, il se fait appeler Florestan, comme le héros passionné, ou Eusébius, le doux introverti, des personnages qui dialoguent dans son journal intime, parce qu'il a comme ça des doubles. Il se projette, si vous voulez, dans des doubles auxquels il ira jusqu'à faire composer des œuvres, certaines de ses œuvres. Il invente également des noms nouveaux et plus appropriés pour ses amis. Il n'est pas le seul à changer d'identité. Vic, par exemple, pour lui, Vic, c'est pas Vic, c'est Maître Raro. Quant à Clara, il l'appelle Cilia, ce qui est le diminutif de Cécilie. Sainte Cécile, après tout, est la patronne des musiciens. Pour l'instant, tout ça peut passer juste pour de la fantaisie. On n'a pas l'impression que ce jeune homme ait des troubles psychiques. Il est tout à fait présentable, solidement bâti, visage agréable, des vêtements toujours classiques. C'est au moment où ces crises d'hallucination deviendront plus fréquentes, qu'il montrera un autre visage. Vous savez, ce visage un peu sombre avec ses traits graves et tourmentés. C'est l'époque où il s'habillera seulement en noir. La vie et la carrière de Schumann vont prendre un tour nouveau au printemps 1832. Il a 22 ans à l'époque. Il a terminé ses leçons avec Wieck. Il a une certaine indépendance financière puisqu'à sa majorité, il a hérité une grande partie de la fortune, en tout cas du pécule de son père. Et il s'est épris d'une jeune fille qui s'appelle Ernestine von Fricken. Sauf que cette année-là, c'est une chose impensable, mais cette année-là, il va perdre quasiment l'usage de sa main droite, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de carrière de pianiste envisageable. Alors, d'où vient cette infirmité ? Très difficile à dire. On pense que peut-être qu'il a un peu abusé des exercices de piano, ce qui aurait provoqué une paralysie des doigts. Ça aurait ligaturé son annulaire droit pour essayer de développer la force des autres doigts. C'est la solution qu'il croit avoir trouvée, sauf que c'est une très mauvaise idée, bien entendu. Est-ce que, par ailleurs, il aurait été atteint de syphilis et aurait subi un traitement au mercure ? C'est possible, Il avait une amourette de jeunesse qui s'appelait Christelle, auprès de laquelle il aurait pu contracter la syphilis. Bref, en tout cas, il n'est plus question pour Schumann de devenir le grand interprète qu'il rêvait d'être, et c'est pour lui le début d'une terrible dépression. Et cet été-là, il va souffrir de fièvre persistante, et puis la femme de son frère, qui s'appelle Rosalie, meurt en octobre à l'âge de 25 ans, ainsi d'ailleurs que son frère à lui, son frère Julius. Enfin, voyez à quel point autour de lui tout semble s'assombrir, et il va intérioriser sa douleur. Il va essayer d'en faire quelque chose. Il y a dans son journal cette phrase prémonitoire: « J'étais obsédé par la pensée que j'allais devenir fou ». Il fonde une revue, la nouvelle revue pour la musique, Neue Zeitschrift für Musik, et se lance avec enthousiasme dans la critique. Il a tout un aréopage d'amis qui lui sert d'inspiration pour mettre en scène ce qu'il appelle les compagnons de David, dont le but est de lutter contre les Philistins. Et parmi les Philistins, vous trouvez Czerny, vous trouvez Meyerbeer, enfin tous ceux qui, à ses yeux, ne sont pas des musiciens de qualité. Il passe une grande partie de son temps chez le fameux Wieck, qui a été son maître. Wieck, dont la maison est le véritable quartier général des compagnons de David. Et qui est l'égérie de ce groupe, d'après vous ? Évidemment, c'est Clara. Et comment voulez-vous que Schumann ne finisse pas par succomber au charme de cette pianiste extraordinaire ? Il la convie à des rendez-vous très symboliques, plein de romantisme. Demain, à 11h précises, je jouerai l'adagio des variations de Chopin. Ma prière est que vous fassiez la même chose de votre côté, pour que nos esprits se rencontrent. C'est pas beau, cette communion par la musique simplement, et par le fait de faire au même moment la même chose. C'est un amour qui devient réciproque, et ça va faire que Robert rompt ses fiançailles avec Ernestine et qu'il s'en va demander à Wieck la main de sa fille. Je me permets quand même de préciser que Clara, à l'époque, n'a que 16 ans.
Et quand Wieck entend ça, alors là, non, son sang ne fait qu'un tour. Il n'est pas question que ce fantasque Schumann, qui vraiment n'a pas l'air d'avoir le sens commun, épouse sa jeune Clara tellement prometteuse. Il lui fait savoir que désormais, sa maison lui sera interdite. Et il signifie à Clara que l'argent qu'elle a gagné au cours de ses tournées sera bloqué jusqu'à sa majorité. Pas question de lui permettre une indépendance qui autoriserait la jeune fille à aller voler de ses propres ailes. Et Wieck met sa fille en garde. Elle n'aura pas un sou de lui si elle se marie sans son consentement. Elle est bien désemparée, Clara Wieck, car l'amour que lui voue Robert est payé de retour. Et malgré les barrières qui se dressent désormais entre eux, Robert et Clara vont arriver à échanger des lettres et à échanger encore plus d'amour. Peut-être même que ces barrières n'ont fait qu'aviver leur passion. Quelques rares fois, il leur arrive de se retrouver en cachette, situation insoutenable qui pousse Schumann à écrire à Wieck pour l'implorer de revenir sur cette décision paternelle d'un autre âge. En vain. Pouvez-vous imaginer ma Clara poussant un landau ? Vous voyez un peu la crainte du père de Clara qui évidemment, lui, veut permettre à sa fille de faire enfin la grande carrière de pianiste qui jusqu'alors a été refusée à une femme, à une fille. Il y a quelque chose d'assez beau d'ailleurs dans cette volonté du père de voir sa fille devenir une femme pleinement accomplie, mais ça ne fait pas les affaires de Robert, évidemment. Finalement, tout ça va finir devant les tribunaux. Et Wieck retarde l'action en justice puisqu'il refuse d'assister aux audiences, ce qui permet d'avoir quelques reports. Il entreprend même une campagne de diffamation à l'encontre de sa fille. Il adresse des lettres calomnieuses à tout le monde en contrefaisant la signature de Clara pour essayer de mettre les juges de son côté. Mais l'attitude implacable de Wieck ne va pas servir ses projets puisque le 4 janvier 1840, les tribunaux lèvent toutes les objections du père Wieck, à l'exception d'une seule, le penchant excessif de Schumann pour la boisson. Peut-être aussi que s'il s'est mis à boire, c'est parce qu'il avait quelques soucis. On ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf, n'est-ce pas ? Bref, le jugement intervient en faveur de Robert et de Clara, donc, au mois d'août, c'est-à-dire 4 ans après le début de l'affaire, et ils vont pouvoir se marier à Schönefeld, près de Leipzig, le 2 septembre 1840. Le lendemain, c'est la date légale de la majorité de Clara, qui de toute façon aurait été libre d'épouser qui elle voulait. Et c'était peut-être pas la peine d'entreprendre toute cette très longue action en justice. Bref, Schumann va composer beaucoup de lieder, dont l'amour et la vie d'une femme, les amours du poète, les romances et ballades. Il se tourne vers la musique d'orchestre également. Au cœur de l'hiver 1840, il compose la première symphonie, le Printemps, qui sera jouée dès le mois suivant. Et c'est le grand bonheur, évidemment, avec Clara. Il est stimulé à ce moment-là. En 42, il va composer ses 2 plus célèbres pièces de musique de chambre, le quintet avec piano et le quatuor avec piano. Avec des engagements de part et d'autre. Engagement pour Robert, engagement pour Clara, ça entraîne des séparations, bien entendu. Et c'est à l'occasion d'un voyage de Clara à l'étranger que Wieck, qui toujours est animé par cette espèce de rancœur, fait courir le bruit que le couple a rompu. Il y a quand même eu la naissance d'une petite fille qui va démentir cette information et qui sera suivie par 7 autres naissances en l'espace de 13 ans. Les enfants sont une bénédiction, disait Robert. On n'en a jamais assez. Clara et son père finiront par se réconcilier et les relations entre Wieck et Schumann s'apaisent un peu. Au début de 1844, le couple entreprend une tournée de concerts en Russie. Triomphe pour Clara. Déception en revanche pour Schumann, puisque ni sa symphonie Le Printemps, qu'il dirige lui-même à Saint-Pétersbourg, ni son fameux quintet interprété par Clara à Moscou n'ont vraiment de succès. Il va falloir qu'il admette que sa femme soit plus célèbre que lui, d'une certaine manière. Schumann ne vit pas toujours bien le fait d'être le mari d'une virtuose, écrit le cher Alain Duhaut dans son Robert Schumann chez Actes Sud. D'une vedette même, nous dit Alain Duhaut. Mais au-delà de cette dimension sociale, comment vit-il sa relation
sent amoureuse avec Clara. À quoi ressemble leur intimité? Qu'y a-t-il vraiment derrière les mots fleuris de leur correspondance? Ainsi observe-t-on chez Robert des pratiques qui font s'interroger. Pourquoi, par exemple, éprouve-t-il le besoin de noter dans son journal la fréquence de ses rapports sexuels avec Clara? La présence relativement régulière de ce petit signe en marge de ses écrits indique une vie sexuelle satisfaisante, mais ne peut empêcher de se poser des questions sur cette curiosité. Le bonheur se mesure-t-il pour lui ainsi à l'aune d'une comptabilité de boutiquier du sexe étrange? Schumann va abandonner la direction de sa revue quand il rentre à Leipzig pour une nouvelle passion qui est l'opéra, mais disons-le, cette longue tournée en Russie dans des conditions que vous avez compris particulières, tout ça va le fatiguer. Il trouve quand même la force de composer quelques pièces extraites du Faust de Goethe avant de sombrer, cette fois, dans une véritable dépression. Il va vraiment mal, Robert Schumann. Les médecins conseillent à Clara de déménager. En décembre 1944, la famille part donc pour Dresde, où Robert va retrouver un petit peu de santé. Enfin, il faut le dire vite. Il s'est tourné vers la musique d'opéra, je vous l'ai dit, vers la musique de scène aussi. C'est la période la plus productive de sa vie, avec Genoveva, avec Manfred, bien entendu. Mais on se lasse de Dresde et en 1850, on plie bagage pour Düsseldorf, où il va s'occuper du conservatoire municipal. Mais disons les choses, Robert Schumann n'est pas fait pour diriger un ensemble de musiciens. Et puis, disons aussi qu'il est un piètre pédagogue. Finalement, en 1852, il va être contraint à la démission. Alors tout ça se présente sous une forme élégante, mais dans la pratique, il est contraint à la démission. Et puis, c'est vrai qu'il est obligé constamment de se déplacer. Il suit sa femme, Clara. Et en 1953, on peut dire que ses nerfs lâchent. Il se met à souffrir d'hallucinations. Il a des troubles auditifs. Il se consacre beaucoup au spiritisme à l'époque. Et il est convaincu lui-même qu'il est en train de devenir fou. La musique se tait à présent, tout au moins extérieurement, écrit-il le 6 février 1854. Je dois maintenant conclure. Il commence à faire sombre. Cette formule est terrible. Le 27 février 1954, tout hagard, on voit Robert sortir de chez lui, traverser Düsseldorf sous la pluie. Il est en pantoufles, il est là à marcher comme il peut, comme un pauvre hère. Il atteint les rives du Rhin, il y plonge son regard et puis surtout, il se jette dans le fleuve. Des mariniers vont le repêcher, le ramener sur la rive. Mais il est dans un terrible état, confusion mentale effroyable. Avant d'accomplir son geste, il aurait laissé ce mot: « Chère Clara, je jetterai mon alliance dans le Rhin. Fais de même avec la tienne. Ainsi, nos deux anneaux seront réunis. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Pas question que Clara voie son mari, les médecins le lui interdisent et le 4 mars 1854, il est interné près de Bonn, à l'asile d'Edenich. Et quand Clara peut enfin le voir, il y aura quand même 2 ans qui auront passé entre-temps, il ne profère plus vraiment de paroles intelligibles. Il croyait fermement que des anges planaient autour de lui et lui faisaient de célestes révélations, note Clara dans son journal, sous forme de merveilleuse musique. Les voix des anges se métamorphosèrent en voix de démons, accompagnée de la plus affreuse musique. Elle lui disait qu'il était coupable et qu'elle le jetterait en enfer. Schumann connaîtra quelques petites périodes de rémission, mais c'est un calvaire, cette vie dans une sorte de folie permanente. Il correspond, quand ça va un peu mieux avec Clara et avec quelques amis, il accepte de recevoir des visiteurs, il peut même composer encore des petites pièces qui n'ont plus d'envergure. Clara arrive à Endenich avec Brahms on est en 56, elle arrive le 27 juillet, je laisse Alain Duhaut nous raconter, c'est la fin, dit Alain Duhaut. Schumann ne s'alimente plus, persuadé qu'on tente de l'empoisonner avec les excréments des autres patients, il est paralysé. Elle est alors seulement autorisée à voir Robert, à l'approcher, à le toucher. Il gît sur son lit, seul, le regard déjà nocturne. La reconnaît-il? Elle veut le croire. Il me souriait et m'a embrassé avec une infinie tendresse. Déjà, il ne pouvait plus commander à ses membres, tendre son bras vers moi. Jamais je n'oublierai cela. Pour tous les trésors, je ne donnerai pas cette étreinte, dit-elle. Clara plonge alors ses doigts dans un verre de vin et donne à Robert ses doigts à lécher, les doigts de la pianiste, les doigts de la femme.
ultime communion. Vous écoutez Radio Classique.